Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne des Ezekiel For Real, your favorite doll, la plus mignonne des mignons, la plus pimpante des pimpantes. Il n'y a pas mon 2, il n'y a jamais mon 3. Capping like the narco, got dope like Pablo, cut dope like Pablo, shot trees with the Draco, on the north got Diego. Aujourd'hui, nous parlerons des travers de la télé-réalité. Pour la plupart, lorsque nous étions jeunes, on était fans des émissions telles que Secret Story, Les Marseillais, La Belle et ses Princes. C'était super drôle, c'était divertissant et surtout ça faisait passer le temps. Nous avions nos candidats préférés, ceux qu'on appréciait moins, nos émissions préférées, celles qu'on appréciait moins aussi. D'apparence, les coulisses de ces émissions pouvaient paraître saines et safe vu les images qu'on nous montrait à la télé. Mais savez-vous que derrière ces émissions de télé-réalité se cachait souvent drogue, prostitution, chantage, harcèlement, dépression et même suicide. Aujourd'hui, c'est donc de ça dont nous parlerons. Donc, asseyez-vous, prenez un verre, prenez quelque chose à grignoter. Ça commence. Let's get it. Ah oui, j'oubliais, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker, activer la cloche des notifications, laisser un commentaire, vous abonner, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais vraiment interagissez avec mon contenu parce que plus vous allez le faire, déjà plus ça va me donner de la force et ça va m'encourager. Et en plus de ça, mon contenu sera mis en avant et YouTube va le proposer de plus en plus à ses utilisateurs. Donc n'hésitez vraiment pas. Vous pouvez également me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que tout se passe, c'est là-bas que je poste mes photos, c'est là-bas que je décide des sujets que je vais aborder, c'est là-bas que je poste ma petite vie. Donc suivez-moi sur Insta, il y a aussi TikTok et Snap. Déjà, première chose à savoir, c'est que la première télé-réalité a vu le jour en 1971 aux États-Unis. Et c'est bien plus tard qu'elle arrivera en France en 2001. Le Love Story sera la première émission qui sera diffusée en France sur la chaîne M6. Alors Claire, ou pas? Amour, gloire et beauté. Titine. Tu vas en profiter, Max. Durant cette émission, 11 candidats vont vivre enfermés dans un loft. D'où le nom Loft Story. Ils seront coupés du monde et filmés 22 heures sur 24 avec des micros et des caméras de part et d'autre. Ensuite, il y a d'autres émissions de télé-réalité qui sont apparues avec des règles et des concepts bien différents comme Koh-Lanta, La Ferme des Célébrités, Carré VIP, L'Île de la Tentation, Les Anges de la télé-réalité, Qui veut épouser mon fils. Bon, la petite intro étant terminée, on va passer aux choses sérieuses. On commence par les pires choses ou par les choses les plus acceptables? Bon, je pense qu'on va y aller crescendo. Premier fait sur la télé-réalité que vous ne savez peut-être pas ou que vous savez, c'est que certaines émissions ou certaines séquences d'émissions sont scénarisées. D'après les dires d'anciens candidats, les membres de la production interviendraient pour donner la direction. C'est-à-dire qu'il y a des actes qui ne sont pas faits naturellement. Ils engraineraient et montreraient même les candidats entre eux pour avoir les images souhaitées. En leur posant par exemple des questions du style « Mais t'as pas l'impression un peu qu'elle se fiche de toi ?» ou « Qu'est-ce que ça te fait qu'elle parle sur toi? Ça t'énerve pas ?» Juste histoire de mettre de l'huile sur le feu et de créer des clashs. Mais alors, tu te mets le... D'accord, tu te mets le... faire, ok? Tu vas dire maintenant que tu fais. Mais qu'est-ce que tu vas faire, ok? Deuxième fait, la manipulation. Les candidats de télé-réalité seraient manipulés et nous aussi. Déjà lors des montages des différents épisodes ou de l'émission en elle-même, il y a beaucoup de parties qui sont coupées et la production ne garde que les parties qu'elle souhaite. Afin de donner du show et d'éviter que l'émission ne soit plate, sans épices, sans piment. Morgane Ansel, une ancienne candidate de Secret Story, a révélé dans l'une de ses vidéos YouTube que je vous invite à aller voir, je vais mettre le lien dans la description, qu'il n'avait pas le droit d'avoir de stylo, de feuilles, il n'avait pas le droit de lire aussi. La télé, fallait même pas qu'ils y pensent. Tout ça afin de les empêcher de s'évader et de se libérer l'esprit. Vous imaginez un peu le truc, ils sont enfermés H24 dans une maison, filmés, ils ne peuvent rien faire, ils n'ont pas de contact avec l'extérieur et en plus de ça, on les empêche de dessiner, de lire, de se divertir. En fait, c'est comme si c'était des animaux en cage. Par exemple, quand la prod nous donnait 12 stylos pour un défi, et ben on en rendait que 9 et on cachait les 3 autres dans la maison. On écrivait sur des morceaux d'emballage, sur des bouts de mur, sur notre peau, on trouvait toujours un moyen. On avait aussi des langages codés pour se dire des choses même s'ils écoutaient tout avec les micros. En gros, la production voulait que les candidats soient toujours à cran, prêts à exploser à tout moment pour qu'il y ait de l'action et des rebondissements. Sinon, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'audience. S'il n'y a pas d'audience, il n'y a pas d'argent. Dans cette vidéo, elle a également révélé que c'était la production qui fournissait les candidats fumeurs en cigarettes et que par moment, ils faisaient exprès de ne pas leur donner leurs cigarettes afin qu'ils soient à cran, énervés et très irritables. Tout ça pourquoi? Pour le buzz, pour qu'il y ait des clashs, pour qu'il y ait des disputes, pour qu'ils soient agressifs aussi. Ils avaient le droit à seulement 30 minutes d'eau chaude par jour et ils partageaient 2 douches collectives. Donc ils étaient collés les uns aux autres. Je vous laisse imaginer la pagaille. Tous ensemble sous la douche égale bazar. Bazar égale bêtise. Bêtise égale buzz. Buzz égale beaucoup d'audience. Et beaucoup d'audience égale l'argent.
Pour les déboussoler encore plus qu'ils ne l'étaient déjà, les candidats étaient privés d'avoir l'heure. Ils savaient qu'ils devaient aller se coucher au moment où les stores se fermaient, ils savaient qu'ils devaient se réveiller au moment où ils s'ouvraient. Et aussi grâce au signal pour aller se doucher. Donc ils n'avaient plus de repères, ils mangeaient à n'importe quel moment, ils se couchaient à n'importe quel moment et c'était vraiment n'importe quoi. Parfois on arrivait à savoir l'heure qu'il était et on allait régler l'heure sur le four. Alors après, quand eux ils se rendaient compte qu'on avait réussi à avoir l'heure, ils envoyaient quelqu'un pour dérégler le four dans la nuit. Et ça, encore une fois, d'un point de vue extérieur, on ne pouvait pas le voir. Malheureusement, à cause de tout ce que je viens de citer, les candidats subissaient une grosse pression psychologique. Tu es loin de ta famille, tu ne peux pas leur parler, tu es coupé du monde, tu es enfermé dans une prison, tu es filmé H24, tu es écouté H24, on te prive de tes cigarettes alors que tu es accro, tu ne sais pas à quelle heure il est, tu ne sais pas à quelle heure tu dois te coucher, à part quand les rideaux se baissent, tu sais que tu dois te lever quand les rideaux s'ouvrent, et que la sonnerie pour la douche sonne. Troisième fait, dans certaines émissions, il n'y a pas de suivi psychologique. Du moins, avant l'émission, il y a un entretien psychologique qui n'en est pas vraiment un en fait. Mais apparemment, d'après les dires de certains candidats, c'était plus un entretien pour voir à quel point ils étaient fous, à quel point ils étaient manipulables, qu'un entretien pour voir s'ils pouvaient vraiment intégrer l'émission. D'ailleurs, d'après plusieurs témoignages que j'ai pu suivre, certains membres de la production demandaient aux candidats de mentir lors de ces entretiens psychologiques. Si tu étais accro à l'alcool et à la drogue, on te demandait de ne pas le mentionner, histoire que tu puisses vraiment intégrer l'émission. Ce qui rendait vraiment les émissions dangereuses, étant donné qu'on ne connaissait pas l'état psychologique de tous les candidats. Donc tu pouvais te retrouver avec un fou furieux normal. Il y a même des anciens détenus, donc des anciens prisonniers qui ont réussi à intégrer des émissions de télé-réalité, alors que c'est formellement interdit. Pour vous dire à quel point les castings étaient vraiment négligés et pas pris au sérieux. À la fin des émissions ou à la fin de certains jeux, les candidats de télé-réalité passent de personnes lambda à personnalités publiques. Et ça, parfois, psychologiquement, c'est dur, parce qu'on n'y est pas habitué, étant donné qu'ils n'y ont jamais fait face. Tu peux passer de 1000 abonnés à 100 000 abonnés en un rien de temps. Donc ça reste vraiment quelque chose d'impressionnant. Aussi, il y a un engouement médiatique autour de toi, on te suit de partout, on scrute tes faits et gestes, on te juge, on te critique. Il y en a qui t'aiment, d'autres qui ne t'aiment pas. Il y en a qui t'agressent, d'autres qui t'adulent. Donc ça peut être compliqué à gérer. En général, dès que tu fais de la télé-réalité et que tu es quand même un minimum apprécié par le public, on va t'inviter partout dans des soirées, sur des plateaux télé, etc. Puis un jour, ta notoriété passe à une phase de déclin. Tu n'es plus aussi populaire, on te reconnaît moins, on t'invite moins, on s'intéresse moins à toi, on t'appelle moins. Et pour certains, ça peut être vraiment très dur parce que quand on revient quelques mois en avant, t'étais la star du moment. Et quelques années après ou quelques mois après, inconnu. Face à la célébrité et à la popularité, les candidats adoptent 3 comportements. Donc le premier, c'est celui qui est heureux de ce qui lui arrive, mais qui reste quand même les pieds sur terre. Il se dit, ok, aujourd'hui je suis célèbre, mais peut-être que demain, dans quelques mois, dans des années, je ne le serai plus autant. Donc, il ne faut pas que je devienne orgueilleux à cause de ça, parce que tout peut finir. Donc, comme je le disais, il reste humble, il profite des opportunités qui lui sont présentées, et il va essayer d'en tirer un max d'avantages pour pouvoir pérenniser la chose. Par exemple, en créant une société, une entreprise, un business. Comme ça, lorsque cette célébrité finit, il a quelque chose à côté. Deuxième comportement, il y a celui qui prend la grosse tête. Il pense qu'il est trop arrivé et il n'a pas conscience que du jour au lendemain, tout peut finir. Il sera en quête perpétuelle de buzz pour se maintenir au devant de la scène et être toujours intéressant. Mais malheureusement, tous ses efforts seront vains étant donné qu'il retournera dans l'anonymat. Par contre, lui, il va mal le vivre. Et d'ailleurs, ça a été le cas de Feu François-Xavier JFX qui a été un participant à l'émission Secret Story. Il s'est donné la mort en se jetant sous une voiture à seulement l'âge de 22 ans. Et pourquoi? Parce que sa perte de notoriété, sa perte de buzz l'a affaibli psychologiquement. Il voulait toujours qu'on parle de lui, mais hélas, ce n'était plus le cas. Après Secret Story, il a participé à une émission qui n'a pas du tout fonctionné, donc c'était l'émission Carré VIP. Et ça, vraiment, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce qu'il comptait vraiment sur cette émission pour revenir sur le devant de la scène, être encore populaire à nouveau. Mais cette émission n'a pas marché. Et donc, suite à tout cela, il a sombré dans la drogue. J'ai entendu dire qu'il en prenait déjà avant, mais qu'après ça, ça s'est accentué. Moi, à chaque fois que je faisais tout ce que j'ai fait après Secret, pour moi, c'était du jeu. J'ai jamais rien pris au sérieux, et encore aujourd'hui. Mais la célébrité, c'est pour de faux pour moi, en fait. Et lui, il a vraiment cru que les gens qui l'aimaient vraiment, et les gens qui ne le regardaient plus ne l'aimaient plus, tu vois. Donc c'était un peu l'enfant maudit. Il essayait de se faire, de se faire remarquer. Il y a aussi le cas de Loana Petrucciani qui a très mal vécu sa baisse de notoriété. Elle a fait une grosse dépression qui lui a fait prendre énormément de poids. Et suite à tout cela, elle a tenté de mettre fin à ses jours 7 fois. Quand t'es si coté que même Jean-Paul Gaultier t'appelle pour défiler à l'un de ses shows et que du jour au lendemain, tu retombes dans l'anonymat, c'est sûr que ça doit être dur à vivre.
Et troisième cas de figure, donc troisième comportement, il y a ceux qui arrivent à se maintenir sur le devant de la scène. Donc ils sont arrivés dans la télé-réalité et jusqu'aujourd'hui, ils ont réussi à garder cette cote. Ils réussissent à faire face aux critiques, à l'acharnement et au harcèlement. Ils ont pris conscience que la célébrité, c'est à double tranchant. Certains t'aiment comme pas possible et d'autres te détestent au point de te pourrir la vie. Malheureusement, à la sortie de certaines émissions, certains candidats font des dépressions. Comme je vous le disais, les images sont montées et instrumentalisées de sorte à ce que l'on croit ce que la production veut que l'on croit. Si la prod décide que tu seras la fille olé olé de la saison, ils vont prendre toutes les images qui laissent croire que tu es une fille olé olé, alors qu'elle ne l'est pas forcément. C'est juste ce qu'on nous pousse à croire. Quatrième fait, dans certaines émissions, la production fournit de la drogue aux candidats. Oui, vous avez bien entendu. Ils les incitent à en prendre pour qu'il y ait plus de clash, plus de rebondissements, plus de bagarres, pour que l'émission soit vraiment dynamique, remuante. Parce que si c'est les bisounours, c'est pas intéressant. Du coup, sous l'effet de ces substances, certains candidats ont des réactions disproportionnées. Malheureusement, les candidats sobres, les candidats normaux, sont ceux qui en paient les frais. C'est bien beau d'accuser la production, bon c'est un fait, hein. Il y a des productions qui donnent vraiment de la drogue aux candidats, mais il y a des candidats eux-mêmes qui font passer de la drogue en la dissimulant. Et c'est le cas de l'ancien candidat de télé-réalité Vincent Shogun qui lui-même a avoué avoir fait passer de la drogue dans les émissions où il partait tourner. Il y a carrément des gens, des fois de certaines productions, qui demandaient à des candidats d'en ramener, de même de prendre l'avion des fois avec. Hein. Ah oui, non mais moi je peux même te dire que moi j'en prenais énormément sur moi. Voilà. Et j'avais quand même les coronesses. Donc crois-moi que quand j'arrivais, ils étaient contents. Hein. Ils savaient très bien que le Shogun, le Barjo était là. Bang. Et oui. Et c'est pareil pour le candidat Greg qui a été filmé avec de la poudre blanche au nez. Bon, vous savez, il y a toujours deux hypothèses. Hein. Il y en a qui ont dit que c'était de la drogue, d'autres non. En tout cas, lui, il a dit que ce n'était pas de la drogue. Cinquième fait, il y a de l'escorting dans la télé-réalité. Et même pendant les tournages, il y a certains producteurs qui vont demander aux filles de sortir avec certains garçons afin que leur salaire soit triplé. En général, ces garçons, ce sont les grosses têtes de l'émission, donc ceux qui font vraiment marcher l'émission. Et quand ils sont en couple, ben, ça marche encore plus. Donc, on va pousser ces femmes-là à coucher avec eux. Si elles acceptent, leurs salaires sont doublés, voire même triplés. Et si elles refusent, bon, on va les mettre de côté. Ou sinon, on va les exclure du jeu. J'avais intégré à ma vidéo l'extrait de témoignages de 3 candidats de télé-réalité qui expliquaient que certains membres de la production leur avaient fait des propositions inadéquates concernant certains candidats et que bien sûr elles avaient refusé. Mais malheureusement, j'ai été contraint de supprimer cet extrait pour des raisons de droit d'auteur. Mais vous pouvez retrouver le lien dans la description de la vidéo. Sixième fait, il y a énormément de harcèlement dans la télé-réalité. Ça, je pense que je ne l'apprends à personne, on le voit. Il est courant que certains candidats se mettent tous contre une personne, en général une personne faible, et ce, toute la durée du tournage. La personne en question subira des insultes, du bizutage, de la violence verbale, de l'acharnement collectif. T'es arrivé, on s'est pas quitté, t'as des problèmes avec les gens, y a pas de problème, mais t'arrives, tu dis pas bonjour aux caméras, vu que par exemple tu passes ta vie aux toilettes, donc maintenant moi j'ai même pas envie de savoir comment je t'appelle, et à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'aventure, pour moi je t'appellerai Post-Caca. Post-Caca, t'es Post-Caca maintenant. C'est la première fois de ma vie que je la vois, je comprends rien, je suis comme bouche bée. Il y a même une ancienne candidate qui a témoigné et qui a dit que l'un des préférés de la prod l'avait aspergé avec de l'eau de javel, en toute impunité, parce que c'était l'un des préférés, l'un des personnages qui faisait marcher l'émission, donc on lui a rien dit. Elle expliquait même que les harceleurs étaient encouragés par la production, et que bien souvent, la production empêchait la sécurité d'intervenir lorsqu'il y avait des bagarres, histoire de ne pas gâcher les séquences. Et ce sont des personnes plutôt calmes et discrètes comme Aurélie Preston qui vont en payer les frais. J'assume ce que je dis. Quoi Aurélie? Mais t'assumes quoi que je dis pas? Tu fous toujours la merde. Toujours t'es là avec ta grande bouche, t'es partout. Et alors? Oh, c'est un truc de malade. Et de quoi? Je viens te parler justement parce que je te dis que ça me plaît pas, donc victime de quoi? Bah moi ta voix me plaît pas. Bah ouais, mais moi la façon dont tu l'as fait, ça m'a pas plu. Donc maintenant c'est quoi? Ça fait 3 jours que je fais tout dans la cuisine, que je fais le lave-vaisselle. Elle est en train de dire que tu bronzes et que tu fous pas le ménage. Je bronze, ça te pose un problème? Je dis juste que si on se fait tous le ménage, on fait tous le ménage. Pas de moi. Ah la clash. Je vais te faire vivre un enfer. Tu veux faire jeu de malin? On va jouer jeu de vilain. Je vais te faire vivre un enfer. Elle a traversé une grosse dépression et ne s'est jamais remise du harcèlement qu'elle a subi dans la télé-réalité. Et suite à ça, elle a tenté de mettre fin à ses jours sans succès. Conclusion, franchement moi j'ai grave aimé regarder la télé-réalité, c'était drôle, ça faisait passer le temps. À l'ancienne, j'avais pas forcément conscience que certaines scènes étaient scénarisées. Du coup, quand il y avait des embrouilles entre candidats, je prenais vraiment les choses à cœur, jusqu'à détester la personne qui s'était disputée avec mon candidat préféré. Il y a même un jour où j'ai dit ouais, si celle-là je la croise, elle et moi on va s'expliquer parce qu'elle a mal parlé de mon candidat préféré. Et vraiment la chose à savoir, c'est que dans télé-réalité, certes il y a réalité, mais il y a aussi télé. Et tout ce qui passe à la télé n'est pas forcément vrai. Les images sont montées et instrumentalisées.
de sorte à ce que l'on croit ce qu'ils veulent qu'on croit, un peu comme certains médias. Donc faut vraiment prendre du recul et avoir un esprit critique. Il y a un truc par contre que je supporte pas du tout avec la télé-réalité, et c'est l'une des choses qui m'a fait arrêter de regarder la télé-réalité, c'est le fait qu'il faille faire des bêtises ou faire semblant d'être bête pour buzzer. Genre, l'Égypte, c'est un pays? Oui. Genre, je vais en France, je vais en Égypte. Et puis elles vont rire, hein, comme si c'était trop drôle. Plus tu fais les cervelés, et plus ça marche. Ça veut dire que ça se trouve, certaines sont très intelligentes, mais elles ont compris le bail. Après, en vrai, à chacun sa stratégie. Hein. Et d'ailleurs, ça a très bien marché pour Nabila. Hein. Elle a compris ce que les gens voulaient voir. Allô? Non mais allô quoi. Et aujourd'hui, bah, elle fait partie de ces gens qui ont vraiment réussi grâce à la télé-réalité. Qu'on le veuille ou non, inconsciemment, ces personnes, elles ont un impact sur notre comportement. Plus vous allez diffuser des meufs débiles à l'écran, et plus la jeunesse va les prendre pour exemple. Parce qu'en fait, on nous fait comprendre que pour être valorisé, pour être fun, bah faut être bête. Faut dire des choses débiles, faut dire des choses qui n'ont pas de sens. Faut se jouer les cervelés. C'est la capitale de Mali. Wow, c'est la France, c'est fou. La capitale du Mali. Elle a dit la France. Plus on va montrer du clash, plus les gens vont penser que se clasher est bien. Et je vous assure que c'est réel. Parce que je me rappelle quand j'étais petite, j'accompagnais mes petites sœurs au parc. Et souvent, je voyais des petites se disputer. Mais quand elles se disputaient, elles reprenaient les mêmes mimiques que les meufs de télé-réalité. En mode, oh, tu m'as pris pour qui là? Tu m'as humilié devant la France entière. Des petites, elles parlaient comme ça. En plus, elles imitaient l'accent marseillais. Et moi, je les regardais, je me disais, mais haï, quelle France entière? On est au parc. Suite à la télé-réalité, il y a des dérives comme le phénomène des influ-voleurs qui a vu le jour. En gros, bah, ce sont des personnalités de télé-réalité qui sont devenues influenceurs et qui font des partenariats, des collaborations avec des marques. Donc, les marques leur envoient des produits et eux, ils doivent mettre en avant ces marques et vendre vraiment les produits en fait. Communiquer tout autour du produit pour que leurs abonnés les achètent. Mais il y en a qui ont vraiment profité de ce système pour faire n'importe quoi. En gros, ils savent très bien que les produits sont pétés, sont claqués. Souvent, ils savent que ces produits ne vont jamais arriver, que les sites sont vraiment des sites vraiment frauduleux, c'est même pas des vrais sites, mais ils en font quand même la promotion, sans pour autant avoir vérifié la véracité du produit, la véracité du site internet. Et c'est ce qu'on appelle les influx voleurs. C'est d'ailleurs grâce au rappeur Booba que tout ça a été exposé. Ils montent des sites internet pour vendre des produits douteux. Ensuite, quand ils ont ramassé assez d'argent, ils ferment les comptes. Ah oui, carrément. Maintenance, etc. Donc c'est des escrocs. Vraiment, ça se fait pas de faire la promotion de produits qui peuvent être dangereux, des produits que eux-mêmes n'utilisent pas. Il y en a qui font semblant d'utiliser les produits. Ils les utilisent même pas vraiment et ils les recommandent à leurs abonnés. Il y a une femme comme ça qui a utilisé un shampoing qui avait été recommandé par une personnalité de télé-réalité et elle a perdu ses cheveux jusqu'aujourd'hui. Et ces gens-là, grâce à la naïveté de leurs abonnés, ils deviennent millionnaires. Et c'est là que Booba, il a dit non, stop, je peux pas laisser faire. Et il a exposé toutes les arnaques, toutes les dérives qui existaient dans ce phénomène-là. Je vais te dire la vérité, il y a des mois, je gagnais 35 000 euros, 35 à 40K, ouais. Et après les polémiques, maintenant, on est à des 5 000. Oh putain, Booba, mais tu les as ruinés. Bref, pour terminer cette vidéo une bonne fois pour toutes, je dirais que si la télé-réalité fonctionne bien moins qu'avant, c'est parce que les gens ont pris conscience que ce n'était pas si réel que ça. On veut du vrai maintenant, on en a marre du fake, on en a marre des scènes qui sont jouées, on en a marre toujours les mêmes histoires. Tel est sorti avec tel, qui est sorti avec elle, qui est aussi sorti avec elle, qui est l'ex de tel, qui a couché avec tel, qui l'a trompé avec tel. C'est bon en fait. À part ça, vous proposez quoi? C'est drôle 2 minutes, mais sur des années, au bout d'un moment, c'est lassant. En plus, dans certains programmes, c'était toujours les mêmes candidats, mais vraiment toujours les mêmes candidats, zéro diversité, toujours les mêmes. Et puis plus le temps passe, tu les vois se transformer physiquement, beaucoup de chirurgie, beaucoup d'injections, des jigbas lèvres. Franchement, j'ai rien contre la chirurgie, hein. Mais vraiment parfois, pour certaines, c'est beaucoup. Et là, on est vraiment dans une ère où le naturel revient à la mode. Donc c'est bon. Bref les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications. Me suivre également sur Insta, sur Snap, sur TikTok. Suivez-moi partout et n'oubliez pas de m'encourager parce que c'est ce qui me donne de la force et c'est ce qui me donne envie d'avancer et de produire de plus en plus de contenu de qualité. Donc on se dit à la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Mouah.